Yaurana, Anegi, une pathologie souvent silencieuse mais dont la rupture peut bouleverser une vie en quelques secondes, l'anévrisme concerne des milliers de personnes sans qu'elles ne le sachent forcément. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Toté Louise Vatrin, neurologue Yarana, Yarana. et Toté Caroline Poulain, médecin vasculaire Yarana. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'un anévrisme? Pourquoi il apparaît? Comment est-ce qu'on peut le prévenir, le dépister et le traiter? C'est le sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. Alors soyons clairs, dès le début, les anévrismes sont des dilatations anormales des artères. Ils peuvent se produire dans le cerveau, on parle principalement d'anévrisme cérébral, mais cela se produit aussi dans l'aorte, donc l'artère principale de l'organisme qui amène le sang depuis le cœur vers tous les territoires du corps, mais aussi des anévrismes au niveau des artères périphériques. Dans tous les cas, détecté à temps, il peut être surveillé et traité efficacement, réduisant fortement le risque de rupture, d'où le terme rupture d'anévrisme. Louise, pour commencer, justement, est-ce que ça va? J'ai plus ou moins bien résumé ce que c'était un anévrisme. Oui, tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a des éléments que j'aurais peut-être omis de rajouter dans cette rupture d'anévrisme? En tout cas, dans l'anévrisme, on va rester pour l'instant sur l'anévrisme. Déjà, le fait de bien situer qu'il y a différents anévrismes, c'est important à comprendre. C'est ça, exactement. En fait, il y a plusieurs artères dans le corps, évidemment, et chaque artère peut globalement présenter un anévrisme. Donc, moi, en tant que neurologue, je connais plus les anévrismes cérébraux, mais ça peut être sur l'aorte, effectivement, ou les artères au niveau des reins ou autres, par exemple. Oui. En préparation de cette émission, Caroline, j'ai discuté un petit peu avec mon équipe certains me disaient ça me fait un petit peu peur ce sujet. Le but de cette émission va quand même être de rassurer la population, puisqu'il n'y a que 2% de la population cible qui peut être concernée par ces ruptures d'anévrisme, par l'anévrisme en lui-même. Oui, ça, ce sont les statistiques françaises. En Angleterre, c'est 1,35%. L'étude suédoise a montré 3%. Donc, non, 1,8%. Donc, du coup, c'est quand même rare. D'accord, donc c'est 2% de la population. On rentrera dans les détails des personnes concernées dans quelques instants. Mais on va commencer aussi avec comment se forme un anévrisme, puisque même si on l'a compris, même si le résumé l'expliquait un petit peu, comment est-ce que ça se forme un anévrisme dans une artère, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans l'aorte ou dans les artères périphériques? Au fil des années, il y a une altération de la paroi artérielle. Elle va se fragiliser par des facteurs, dont le tabac, on va en reparler, mais aussi la tension, et puis la texture du collagène qui est souvent génétique. Donc, fragilisation de la paroi. Également, dans l'artère, il y a le passage du sang à forte pression. Il y a l'onde de pouls propulsée par le cœur, et du coup, ça crée des forces de cisaillement. Et c'est comme ça que la paroi peut s'esquinter au fil des années, s'affiner, se fragiliser, et quand elle est trop étirée, se rompre. Je vais le résumer avec mes mots. C'est comme si j'avais un tuyau, finalement, Louise. De l'eau passe à l'intérieur, mais si je mets tout et n'importe quoi dedans, du gravier ou quoi que ce soit, au fur et à mesure, ça va se fragiliser et un jour, ça va se casser. C'est ça, il va y avoir une zone particulière où ça va finir par se dilater puisqu'il y aura trop de contraintes dessus. Et donc, c'est cette paroi qui est très fragile et dilatée qui va risquer de se rompre. Alors, autant dans mon exemple, j'ai utilisé de l'eau avec des tuyaux et du gravier. On ne peut pas mettre du gravier dans les artères. Par contre, il y a des causes qui vont former des anévrismes. La principale cause, ça va être le tabac. Oui, le tabac, en fait, est très inflammatoire pour la paroi de l'artère. Elle va l'abîmer, elle va la léser et donc la fragiliser. Aussi, effectivement, l'hypertension artérielle qui va, comme on s'imagine bien, un flux sanguin qui est très puissant dans une artère, dans un tuyau, en fait, va évidemment exercer des contraintes mécaniques sur cette paroi. Et donc, si elle est fragile à un endroit, va favoriser l'augmentation de volume de l'anévrisme. Est-ce qu'il y a d'autres choses au-delà du tabac, Caroline? Est-ce qu'il y a des habitudes de vie qui peuvent fragiliser les parois des artères? Par exemple, je dis une bêtise parce que je sais que je me suis renseigné un petit peu là-dessus. Il y a aussi le fait de ne pas faire de sport, par exemple. Ça peut fragiliser, ou l'alcool encore? Alors oui, l'alcool, parce que l'alcool va déshydrater, va faire monter la tension et favorise les calcifications pariétales des artères. Une bonne alimentation équilibrée, pas trop riche en cholestérol. Le cholestérol est quand même impliqué à moindre degré, mais quand même impliqué dans
pas la formation de l'anévrisme, mais dans son évolution et surtout va favoriser l'autre maladie qui est la cousine, la maladie athéromateuse. Athéromateuse. Athéromateuse, oui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une maladie cousine de l'anévrisme. D'accord. Et ils ont en commun plusieurs facteurs de risque. D'accord. Donc, bon, encore une fois, Dont c'est le pas tabac. c'est Dont pas le le sujet tabac et d'aujourd'hui, la mais tension. ça peut être aussi une des conséquences d'un mauvais, des mauvaises habitudes de vie, que ce soit tabac, alcool, etc. Oui, dans les recommandations de dépistage, les patients qui sont atteints d'athérosclérose, chez ces patients-là, on va aussi rechercher un anévrisme. C'est des maladies qui sont de pair. Comme d'habitude, hein, quand on parle de sujets santé, que ce soit cancer, anévrisme et autres, il faut bien prendre soin de vous, avoir des habitudes de vie saines. Mais il y a aussi, Louise, me semble-t-il, une part de génétique, une part familiale dans cette pathologie. Exactement. En fait, dans la paroi des artères, il y a certains constituants, du tissu élastique, du collagène, et certains patients peuvent avoir une mutation au niveau des protéines qui vont constituer la paroi des artères et les rendre plus fragiles. Donc, on a effectivement certaines maladies génétiques, donc qui sont transmissibles des parents aux enfants, qui peuvent fragiliser les artères et donc provoquer des anévrismes. Alors là, on parle de ces fameux tuyaux, je reprends mon exemple de ces fameux tuyaux qui sont fragilisés au fur et à mesure des années. Ça peut faire peur, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent nous montrer que l'on a des anévrismes aujourd'hui? On va avoir, de ton point de vue, des symptômes qui vont être différents puisqu'on parle plutôt d'anévrismes cérébraux de ton côté. Oui, alors en fait, l'anévrisme cérébral est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme. C'est à partir du moment où il va se fissurer ou se rompre, où là, on va avoir des symptômes. D'accord, donc potentiellement, alors je prends mon exemple, c'est plus simple, même si je ne fais pas partie de la population cible, ça veut dire que potentiellement là, je peux avoir un anévrisme sans forcément le savoir, parce qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes avant-coureurs. Oui. Nous, au niveau neurologique, on a dans la population générale, donc pas que la population cible, dans la population générale, selon les études, il y a 2 à 4% des gens qui sont porteurs d'anévrismes cérébraux. Sans forcément le savoir. Sans le savoir. Ces signes, il n'y a pas de signes de symptômes. Non. Caroline, est-ce que c'est un petit peu la même chose pour tout ce qui est anévrisme au niveau de l'aorte? Alors oui, en Polynésie, on opère environ 10 patients par an. Oui. La question, c'était... Est-ce qu'il y a des symptômes vis-à-vis de Oui, ces alors anévrismes? effectivement, pareil, les anévrismes vont évoluer à bas bruit quand ils sont petits. Et d'ailleurs, on n'a pas donné la définition, mais on parle d'anévrisme de l'aorte abdominale quand il mesure 30 mm de diamètre antéro-postérieur. Donc, au-delà, à partir de 30 mm, on va les surveiller. Et donc, quand il est asymptomatique pendant de nombreuses années, d'où l'importance du dépistage. Et puis parfois, il peut y avoir un syndrome fissuraire, donc des douleurs abdominales ou lombaires dans le dos, avec parfois des troubles digestifs. On a l'impression de ne pas avoir bien digéré. Ça, c'est le syndrome fissuraire. Chez tous les patients qui se connaissent porteurs d'un anévrisme, ils doivent s'alerter et consulter immédiatement parce que ça peut être une fissure de l'anévrisme et ça peut conduire à la rupture si on n'agit pas. Très important, tu nous parles de ces douleurs, mais qui peuvent arriver seulement s'il y a une fissure, sinon c'est asymptomatique. C'est pour ça que le dépistage, les check-ups sont importants. Il faut systématiquement aller voir son médecin si, par exemple, on sait qu'on a des antécédents familiaux dans la famille. Oui, des antécédents du premier degré, c'est-à-dire papa, maman, frère, sœur... Si on sait que c'est l'arrière-grand-père, par exemple. Les enfants, donc c'est pas grand-père, grand-mère, les cousins, les oncles et tantes, non, ce ne sont pas considérés comme des apparentés du premier degré. D'accord. Oui, ça c'est pour toute la population. S'il y a des antécédents familiaux, il est utile de faire un examen. En tout cas, les recommandations sont fortes pour dépister à l'échographie dans un premier temps l'anévrisme de l'aorte abdominale chez les patients de plus de 50 ans. Ah, c'était la question, puisque le sujet d'aujourd'hui, finalement, c'est est-ce qu'il faut craindre la rupture d'anévrisme? La réponse est bien sûr oui, mais je me tourne vers toi, Louise, seulement si on fait partie de la population cible à partir d'un certain âge. Est-ce que moi, parce que je flippe un petit peu, est-ce qu'il faut que j'aille me faire dépister? En fait, en neurologie, c'est un petit peu différent parce que les anévrismes intracrâniens, donc dans le cerveau,
les mêmes facteurs de risque que les anévrismes de l'aorte, mais moins quand même, ils sont modulables. Vraiment, le premier facteur de risque, c'est l'antécédent familial. Et donc, nous, on ne fait pas de dépistage de la population pour les anévrismes cérébraux, parce que sinon, déjà, il faudrait le répéter tous les 5 ans à peu près, et c'est des examens qui restent irradiants. En général, on fait un scanner, donc ça fait des radiations, et après, on cumule une dose de radiation, et c'est mauvais pour le corps. Donc, on ne fait pas de dépistage systématique, on fait du dépistage que chez les patients qui ont un apparenté au premier degré qui a présenté un anévrisme ou une rupture d'anévrisme cérébral, ou dans certaines maladies génétiques, on en a parlé, et à n'importe quel âge par contre. C'est-à-dire que si tu as 25 ans, tu ne fumes pas, tu n'es pas hypertendu, mais ta maman vient de faire une rupture d'anévrisme, on peut effectivement te proposer un dépistage. C'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu un point positif pour le diagnostic de savoir qu'il y a des antécédents familiaux. Finalement, si quelqu'un de la famille a un anévrisme, on peut tout de suite dépister toutes les personnes qui y a autour. Oui. C'est important de pouvoir se faire dépister. Est-ce que c'est un petit peu la même chose de ton côté, Caroline, pour les anévrismes que tu traites? Alors, les anévrismes, donc on a vu quand il y a des antécédents familiaux, et sinon, les recommandations, c'est le dépistage chez l'homme tabagique de plus de 60 ans, ou la femme de plus de 75 ans hypertendue ou tabagique, et l'homme de plus de 75 ans. J'ai vraiment l'impression que le tabac, c'est vraiment la chose la plus importante à supprimer de sa vie si on ne veut pas justement risquer un anévrisme. Oui, on n'a pas d'antidote au tabac. On n'a pas de médicaments qui stoppent l'effet du tabac. On a des médicaments pour réduire le diabète, pour réduire la tension, pour réduire le taux de cholestérol, mais pas le tabac. Donc le seul moyen, c'est de l'arrêter. Donc s'il y a quelqu'un qui regarde cette émission aujourd'hui, qui est dans cette situation, ou même par exemple des personnes plus jeunes qui ne correspondent pas forcément à l'âge qu'on a cité un peu plus tôt, des jeunes qui fument, le fait d'arrêter tout de suite, ça évite grandement le risque d'anévrisme, ou le fait d'avoir un peu fumé dans sa vie, ça montre des risques? Non, si tu as un peu fumé, tu vas retomber dans les statistiques de la population normale. Le tabac, ce n'est pas mauvais que pour les anévrismes, c'est toute la maladie cardiovasculaire. Donc, on a des médicaments pour aider au sevrage tabagique. Donc, on peut être aidé. Mais l'arrêt du tabac a des conséquences extrêmement positives sur tout l'organisme. Oui, sur du long terme. Voilà. Une fois découvert, donc là on parlait de dépistage, mais Louise, une fois découvert, comment est-ce qu'on surveille l'évolution d'un anévrisme en partant bien sûr du principe qu'il n'y a pas eu de rupture ou de fissure de cet anévrisme? Oui, alors effectivement, une fois qu'on a découvert un anévrisme, on ne va pas forcément l'opérer ou intervenir dessus. Dans un très grand nombre de cas, dans la majorité des cas, on va le surveiller. Et donc pour le surveiller, au niveau cérébral, on a que 2 techniques. En fait, on a le scanner ou l'IRM avec une injection de produit de contraste, donc une perfusion, pour bien regarder la paroi des vaisseaux. D'accord. Et on n'a que ces 2 moyens-là de surveillance. Okay. Et donc après, c'est en général le neurochirurgien qui fixe le rythme de surveillance. Souvent, on commence par un scanner tous les 6 mois, après tous les ans, tous les 2 ans, si vraiment l'anévrisme ne bouge pas du tout et que la personne n'a pas de facteur de risque de croissance de l'anévrisme, notamment l'hypertension artérielle. D'accord, donc Caroline, finalement, avoir un anévrisme, ce n'est pas forcément dangereux sur l'instant s'il n'évolue pas. Ça veut dire que tous les anévrismes ne seront pas forcément traités? Alors, tous les anévrismes ne sont pas traités. Le traitement, il est en fonction du diamètre. D'accord. Mais il faut quand même que les Polynésiens sachent qu'un anévrisme, il évolue vers la croissance. C'est pour ça qu'on doit le surveiller. D'accord, la surveillance est importante. En tout cas, pour l'anévrisme de l'aorte abdominale, parce qu'il y a une forte tension dedans. Donc, celui-ci, on le surveille tous les ans. Et quand les recommandations d'opération, l'indication opératoire, c'est à partir de 50 mm de diamètre, 50-55 mm, on propose la chirurgie, parce que là, on a un risque de rupture annuelle supérieur à 5%. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand il y a cette fameuse rupture d'anévrisme? Donc là, on reprend, pour que ce soit un peu plus simple, donc ce fameux tuyau avec de l'eau à l'intérieur, s'il se casse, juste et l'eau s'engouffre de partout, c'est ça? Exactement, ça fait une hémorragie interne. Ça crée une hémorragie interne. Normalement, il y a une douleur brutale, très forte, qui va conduire à des signes d'hypovolémie,
les gens vont faire un malaise, voire même perdre connaissance. Là, c'est une urgence. Il faut amener les gens tout de suite à l'hôpital. 80% de mortalité lors d'une rupture d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Oui, donc plus on intervient rapidement, plus il y a des chances de pouvoir sauver la personne qui a... on arrive à en sauver quand même, 20%. Mais le but, c'est d'être opéré avant la rupture. Bien sûr. Et d'ailleurs, les patients qui sont porteurs d'un anévrisme de l'aorte abdominale ont plus de risques de mourir d'un infarctus du myocarde que de la rupture de leur anévrisme, s'ils sont bien traités et suivis. C'est pour appuyer finalement sur le dépistage que l'on parle des conséquences que ça peut avoir, puisque là on vient de parler de l'aorte. Mais si on se tourne vers toi, Louise, la rupture d'anévrisme, ça provoque un AVC hémorragique dans le cerveau, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'anévrisme se rompt, l'artère se rompt, donc forcément le sang se répand dans le cerveau. Alors ça fait une hémorragie un peu particulière qui se situe entre le cerveau et la boîte crânienne. C'est pas en général pas dans le cerveau, mais ça peut arriver. Et en fait, les symptômes, ça va être une céphalée, un mal de tête très aigu, très brutal, très intense et un coma. En général, c'est la personne tombe brutalement, elle a mal à la tête et puis paf, elle tombe, il y a plus de sang, plus de lumière. Et donc là, c'est une urgence extrême effectivement d'aller intervenir pour arrêter ce saignement et limiter les conséquences au niveau cérébral. On a quand même une mortalité moindre que la rupture de l'anévrisme abdominal. On est à peu près à 30% de mortalité sur une rupture d'anévrisme cérébral. Et donc, pour éviter ça, il faut qu'on la repère. On répète, le dépistage précoce est toujours une très bonne chose pour pouvoir repérer ce genre de pathologie. Mais pour éviter cela, si jamais ça présente des risques, on parlait de chirurgie un petit peu plus tôt, c'est ce qu'on appelle l'embolisation d'un anévrisme, c'est bien ça? Exactement. Alors, au niveau cérébral, on a 2 possibilités pour traiter cet anévrisme en chirurgie. Donc, on ouvre la boîte crânienne, on va jusqu'à l'anévrisme et on met en fait des petits clips au niveau de la poche de l'anévrisme et donc ça le ferme en fait. Donc la paroi redevient parallèle. Il n'y a plus cette poche. La deuxième possibilité, on va passer par l'artère fémorale, on va remonter jusque les artères du cerveau avec un petit fil, un petit cathéter et on va aller mettre de la matière dans l'anévrisme pour le boucher de l'intérieur. Donc il sera toujours là, mais comme il sera plein, le sang va passer dans l'artère sans passer par l'anévrisme. Et donc, il n'y a plus de risque de rupture ou de complications. D'accord. Alors, je ne pense pas que je fasse partie de la population cible, enfin, en tout cas, j'espère, mais ça me fait un petit peu flipper. Donc, pour éviter d'en arriver là, Caroline, je reviens vers toi. Tu peux nous rappeler ce qu'il faut éviter de faire? Donc, ne pas fumer. Rappelle-nous le reste, s'il te plaît. Il faut arrêter de fumer. Le tabac, c'est effectivement une toxine. Il faut boire de l'alcool modérément, faire du sport quotidien. Attention, c'est important, le sport, en faire quotidiennement, mais pas trop. Alors ça, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est important, faut en faire jusqu'à la mort. Mais après, effectivement, quand on est porteur d'un anévrisme, on doit garder une activité physique, mais modérément. C'est-à-dire, il faut éviter les sports intenses qui font monter en pression les sports à impulsion, par exemple, et les sports trop comme le crossfit, ce genre de sport très, très explosif. Donc, le sport extrême, on le rappelle encore une fois, une bonne hygiène de vie aussi, Louise, en général? Oui, tout à fait. Ça serait quoi le premier conseil pour une personne qui sait que dans la famille, le papa, la maman, peu importe, a eu un anévrisme? Ça serait quoi le premier conseil, au-delà du dépistage, bien sûr? Oui, d'aller voir son médecin pour en parler, de se faire dépister. S'il n'y a pas d'anévrisme, il continue de vivre normalement, mais effectivement, la bonne hygiène de vie, ça s'applique pour tout. Effectivement, on discutait tout à l'heure, l'arrêt du tabac, en fait, c'est bon pour tout le corps. Les gens retrouvent une respiration normale, peuvent faire plus de sport, etc. Donc, c'est tout ce qu'on raconte, manger 5 fruits et légumes, faire de l'activité physique, arrêter le tabac. C'est pas pour embêter les gens. C'est pas pour embêter les gens, ça protège de plein de choses et notamment du risque de développer un anévrisme. Un mot pour la fin aussi, pour terminer cette émission, finalement, Caroline, un petit rappel, un conseil que tu pourrais donner à nos téléspectateurs? Eh bien oui, des mots-clés. D'abord, le dépistage. Le dépistage, si on a des antécédents familiaux et si on est tabagique et qu'on a plus de 60 ans, l'homme et puis la femme. C'est le suivi. Quand on a un anévrisme, c'est important de ne pas lâcher le suivi. Les suivis se font par échographie, ce n'est pas invasif. Et puis, on propose, quand on a un anévrisme, même débutant, même petit, on va proposer le traitement anti-athéromateur. On parle de trithérapie.
On fait l'aspirine à faible dose, l'anticholestérol et l'antihypertenseur. Et puis, si on a des signes de pré-rupture, des douleurs totalement inhabituelles et qu'on se connaît porteur d'un anévrisme, on va consulter tout de suite. On n'attend pas, ça n'ira pas mieux. Et là, on fera ce qu'il faut pour savoir si ça vient de l'anévrisme ou pas. Est-ce qu'il faut craindre la rupture d'anévrisme ou pas? Bien sûr, mais l'anévrisme, même si ça peut faire peur, c'est normal, hein, ce n'est pas une fatalité. Il faut être informé, surveiller les facteurs de risque, consulter en cas de doute, surtout quand on a des antécédents familiaux. Tout ça, ça permet de prévenir les ruptures et d'éviter le pire. Pour terminer notre émission, comme d'habitude, votre question express, c'est tout de suite en images. Bonjour, je suis Grégory Bertucci, je suis radiologue interventionnel au centre hospitalier de Polynésie française. Alors un radiologue interventionnel, c'est un radiologue surspécialisé dans le traitement des patients à l'aide de l'imagerie, c'est-à-dire il va utiliser les rayons X avec par exemple le scanner, l'échographie ou l'IRM. Et donc le radiologue a deux casquettes, à la fois l'analyse des images, hein, donc avec le côté diagnostique, et le côté thérapeutique avec l'interventionnel. Alors le radiologue, il va traiter donc par l'image de la manière la moins invasive possible. Par exemple, on va faire un petit trou dans l'artère fémorale, donc dans le pli de l'aine, et passer tout notre matériel pour naviguer en contrôle de la radio. En fait, on introduit comme des fils, qu'on appelle fils guides, et on navigue dans les vaisseaux, parce que les fils ont une courbure, et en fait on peut, en tournant délicatement l'orientation du fil, naviguer dans les vaisseaux. Donc du corps humain, on peut aller quasiment partout. C'est des fils très spéciaux, hein, très soft, hein, très mous. Donc, alors on n'utilise pas forcément les mêmes guides pour toutes les artères. On sait que quand on arrive dans des portions très tortueuses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de virages, on ne prend pas des guides trop rigides parce que ça va aller tout droit, et si on prend des guides trop rigides, ça va aller tout droit, ça va prendre la direction qu'il veut. Non, pas du tout en fait, on prend des guides souples. Et on va naviguer comme ça dans les vaisseaux de manière à vraiment pas léser les artères, c'est pas le but. Et ça va permettre un diagnostic précis de l'anévrisme et en même temps de le traiter, de l'exclure complètement de la circulation sanguine. Le but est simple, hein, traiter l'anévrisme tout en évitant les lésions des autres organes. Donc la radiologie interventionnelle a complètement changé la prise en charge de l'anévrisme, hein, parce que initialement, forcément, pour traiter les anévrismes, il fallait ouvrir, hein, donc c'était une chirurgie lourde. Par exemple, quand on avait un anévrisme cérébral, on ouvrait la boîte crânienne et on le traitait. Maintenant, en fait, en passant à l'intérieur des vaisseaux, on traite l'anévrisme complètement. Ça permet d'avoir moins de séquelles, hein, puisqu'on n'ouvre plus. Un séjour d'hospitalisation qui est beaucoup plus court et beaucoup moins de complications. Alors tous les patients, tous les anévrismes ne sont pas accessibles à la radiologie interventionnelle, hein, ça dépend, il y en a qui ont des formes trop complexes, d'autres qui sont trop volumineux, et parfois on n'a pas vraiment d'accès parce que les artères sont tellement malades qu'on ne peut pas accéder par voie endovasculaire, donc dans les vaisseaux, et il faut quand même opérer. Donc la radiologie interventionnelle ne remplace pas complètement la chirurgie. Dans tous les cas, il faut discuter entre collègues pour bien traiter les patients. Alors on préférera forcément la radiologie interventionnelle quand soit les patients sont trop fragiles, soit dans l'urgence, si l'anévrisme est rompu. Évidemment, on va, dans le cas d'un patient qui n'est pas stable, plutôt l'opérer. Et pour finir l'émission, comme d'habitude, vous avez vos sites internet. Aujourd'hui, on va sur Manual MSD, ce sont des ouvrages de référence médicaux couvrant un large éventail de sujets médicaux, notamment les troubles, les tests, les diagnostics et les médicaments. N'hésitez pas à aller voir. C'est justement sur ce site-là que je me suis renseigné pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été présente, Louise, et d'avoir apporté toutes ces informations. Avec plaisir. Maururu beaucoup, Caroline, d'avoir dit ce mot de fin et de rappeler aux gens que le tabac, c'est la priorité à enlever de sa vie si on ne veut pas avoir d'anévrisme. Merci, on est content de pouvoir donner des informations à des patients qui ne nous consultent pas. Donc la première des choses, la consultation en cas de doute. Non, c'est que tout le monde n'est pas concerné, donc c'est bien que les gens soient informés, même s'ils ne sont pas concernés, parce qu'ils ont toujours quelqu'un autour d'eux qui peut l'être. Alors merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur cette émission Manava, votre émission Info Service. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas qu'à 18h, vous avez votre VAT. Bonne soirée si vous êtes à table. Maururu itotatou farerir a Trahoma Parhena.